Dès que j'ai découvert ça, j'ai changé le modèle. Je suis passé de 30 clients par mois à 30 clients par semaine. Avant, j'étais pressé. J'avais qu'une obsession, c'était de faire un business à des millions, de faire de la croissance à 2-3 chiffres. Mais j'y arrivais pas. J'avais l'impression que j'avais du potentiel et que j'avais l'impression que tout était diffus. Je suis parti dans un nouveau domaine que je ne maîtrise pas. Et donc j'ai embauché une équipe, des développeurs, des commerciaux. Et là, à ce moment-là, tu maîtrises plus rien. Et on était à 2 mois de déposer le bilan. J'ai dû vendre ma bagnole pour payer l'URSSAF. Si t'as peur d'y aller, bah tant pis pour toi quoi. Tu vois, tu vas rester chez toi et tu vas regarder les autres faire et tu vas les envier et tu seras dégoûté quoi. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Nicolas. Salut Alec. Tu vas bien? Très très bien. Je suis hyper content d'être ici avec toi pour partager un bon moment ensemble, donc très cool. Bah écoute, c'est moi qui est ici content d'être avec toi parce que tu m'invites dans tes bureaux. Du coup, merci de me prêter ton setup. On vient de faire un super épisode. Exactement. En plus, tous les deux, sur ton podcast. À ton tour de passer sur mon podcast. T'es le fondateur, entre autres, on va parler de tes activités, de la chaîne Les Geeks des Chiffres. Pas que la chaîne YouTube, finalement, il y a énormément de choses. Et justement, on va parler de ce sujet. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, au-delà de ton parcours, au-delà de tout ce que tu peux transmettre, au-delà des différentes leçons que tu as eues, au-delà des différents déclics. C'est que je trouve ça fascinant, la capacité que tu as eue à démocratiser un sujet et devenir le numéro 1 en France, en francophonie, sur ce sujet, qui plus est, n'est pas du tout un sujet qui est facile à aborder et à rendre distrayant et intéressant pour les gens, alors que sur une plateforme comme YouTube, on sait, la seule chose qui compte, c'est le watch time, c'est le CTR, c'est le fait justement de créer du contenu intéressant. Quand tu as plus de 160 ou 170 000 abonnés juste sur une plateforme qui est YouTube, sans parler des autres réseaux sociaux, ça dénote le fait que tu as su craquer le code. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui savent qu'il est important aujourd'hui d'être présent sur les réseaux, d'être présent dans la vidéo, etc., mais qui ne savent pas forcément comment faire. Toi, tu as un bon exemple de réussir à passer ce cap. On va en parler aujourd'hui, entre autres. Mais avant ça, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Yes, alors je m'appelle Nicolas Piatkowski. Je suis papa de 2 enfants, d'un petit garçon de 2 ans et d'une fille de 7 ans. Je suis marié depuis 12 ans maintenant. J'ai 36 ans, donc je me suis marié assez jeune avec mon associé qui est Soumaya, qui est aussi la personne qui partage à la fois ma vie perso, mais aussi ma vie professionnelle. Je suis associé dans tous les projets que j'ai lancés depuis un certain temps avec elle, dans les différents projets entrepreneuriaux. Qu'est-ce que je peux te dire? J'habite à Nice, donc avant j'habitais dans le 9-3, je suis un pur produit de Seine-Saint-Denis, du coup en région parisienne, banlieue parisienne, et j'ai décidé de venir ici dans la région niçoise depuis à peu près 2 ans, parce que je voulais vivre autre chose, voir un peu plus de lumière. Ici, il y a la mer, la montagne. Et donc, ça a été un bon exil pour moi et une bonne manière de switcher un peu mon entrepreneuriat parce que ça m'a montré aussi une manière différente d'entreprendre avec des gens aussi différents. Et donc voilà pour la brève présentation. Aussi, je peux dire que je suis CEO d'une plateforme en ligne qui s'appelle Les Geeks des Chiffres, qui forme les futurs experts comptables. Donc, depuis 2 ans, on a formé plus de 5000 étudiants à préparer un des diplômes de la filière de l'expertise comptable qui est un Bac+3, donc qui s'appelle le DCG, diplôme de compta gestion. Et à côté aussi, en parallèle, j'ai une agence d'influence marketing pour finalement mettre à disposition des marques auxquelles je crois mon influence pour qu'elles puissent montrer leurs produits, leurs services. Et donc je fais ça depuis... je suis entrepreneur depuis 2014, mais en tout cas, je suis fondateur de l'école en ligne Les Geeks des Chiffres depuis 2019 et l'agence marketing, ça date de quelques mois. Ok, excellent. On va revenir sur tous ces sujets. Tu dis entrepreneur depuis 2014. Qu'est-ce que tu as fait avant 2014? Alors en fait, moi j'ai fait 5 CDI en 5 ans. D'accord. Donc dans la comptabilité, le contrôle de gestion, je travaillais en cabinet comptable, je travaillais en responsable financier en société cotée. Et en fait, je m'ennuyais de ouf. Ça veut dire que j'avais besoin d'apprendre beaucoup. En fait, en réalité, quand j'étais jeune, j'avais un problème de confiance en moi. Tu vois, moi, je suis un timide.
je sais pas, presque compulsif, tu vois. Moi, à l'âge de 16 ans ou 15 ans, tu me parles, je deviens tout rouge. Toi, tu me dis bonjour et je suis vraiment en galère, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc, j'avais besoin de prouver et je savais en moi-même que j'avais du potentiel, tu vois. Donc, dès que j'allais travailler dans une entreprise, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, partout où tu passes, essaye de laisser une bonne image de toi. Donc, quand je suis arrivé en entreprise, je me suis dit, écoute Nico, ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas essayer de travailler très fort pour montrer que tu es bon, tu vois, et un peu virer ce manque de confiance en moi. Et donc, j'ai surcompensé par le taf. Mais du coup, comme j'ai travaillé beaucoup, je me suis aussi rapidement ennuyé dans les entreprises. Et je me suis rendu compte que la comptabilité, faire de la production comptable, c'était cool. Faire de la production de chiffres, de l'analyse, c'était cool. Mais c'est pas là où j'étais le meilleur, où j'y trouvais mon compte. Et du coup, en 2014, je négocie mon départ. Et puis, je pars en Thaïlande avec Soumaya, qui est mon associée, mais aussi ma femme dans la vie. Et puis, on dit, on va faire le tour du monde, où on va réfléchir, on va se poser, parce qu'on avait beaucoup travaillé, elle aussi en cabinet comptable. Et puis, on est là sur une chaise longue, il fait beau, il y a du soleil, c'est trop bien, on est à des milliers de kilomètres de la France, on chill, et on se dit, purée, si on crée notre boîte, tu vois, mais quoi? On ne sait pas du tout. Et donc, on fait un petit listing de ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme offre de service en face. Et on se dit, on va proposer un organisme de formation où on va proposer des formations à des boîtes pour les former aux thématiques du chiffre, de la compta, de la gestion. Et puis, on part là-dessus. Sachant qu'il y avait quand même, j'ai une petite anecdote aussi à te balancer, c'est que comme je m'ennuyais beaucoup dans mes jobs, un jour, j'ai voulu faire consultant en recrutement. Consultant en recrutement, je ne savais pas du tout là où j'allais. Tu sais, j'ai un profil financier, je suis timide. Moi, je ne sais pas que en fait, c'est faire du business. Ouais. Vendre des candidats à des entreprises et vendre à des entreprises des candidats. Enfin, je ne sais pas comment je le dis, mais bref, tu m'as compris. Et du coup, j'arrive dans ce milieu, ça ne me plaît pas du tout. Je négocie une rupture de fin de contrat et je vais aller au chômage. Sauf que moi, je suis bon financier pour les autres, mais pour moi, je suis nul. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai mon solde de tout compte, avec les vacances, les congés payés, du coup, je crame tout. Et le jour où je dois recevoir mon virement Pôle emploi, je reçois rien. Ou 80 €, je ne sais plus, c'était une somme dérisoire. J'appelle, mais qu'est-ce qui se passe? Mais monsieur, vous avez des jours de carence. Et donc, du coup, j'ai plus d'argent, je suis à découvert, le mois arrive, il faut payer les factures, le loyer, et j'ai aucune économie. Zéro, rien du tout. Et là, je me dis, il faut que je trouve une solution. Et donc, je me dis, je vais aller sur le Bon Coin, et puis je fais des cours en compta, je crée une entreprise. Et puis finalement, je me suis fait 3 000 € cash en un mois. Ok. Et je me suis dit, donc ça, c'est en revenant de vacances? Non, alors ça, en fait, ça, c'était avant les vacances. Okay. Et du coup, je me dis, j'ai réussi à faire de l'argent rapidement, facilement, avec les moyens du bord. En fait, j'ai commencé à faire un mini MVP. Ouais, je vois. Et puis quand on est parti en vacances, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on sait faire? Ah, mais on avait fait ça à l'époque, ça avait marché. Bien, viens, on structure un organisme de formation qui va former des salariés d'entreprise. Et donc ça, on a fait ça de 2014 jusqu'à 2019, précisément. 5 ans. 5 ans, et donc on a formé dans 19 villes de formation en France. Donc physiquement. Ouais, physiquement, exactement. Wow. Sauf que ça prenait beaucoup d'énergie, tu vois. Bien sûr. Parce que quand toi, tu y vas au début, tu fais tes premières formations. Ma première formation, c'était en Guyane. J'avais fait un contrat à 10 000 €. Pour moi, c'était le bout de la vie, tu vois. Le bout de ma life. J'avais proposé 10 000 € pour faire une formation. C'était un truc de dingue. Donc, on va en Guyane. Et puis, on a commencé à s'initier un peu dans l'entrepreneuriat. On n'avait rien. Pas de formation, pas de cours. On avait juste des programmes de formation, un site internet. Et puis c'est comme ça qu'on a démarré. Et petite histoire, petite anecdote, c'est que, comme je te l'ai dit aussi un peu en off, moi, j'aime bien le 0 à 1. J'aime bien le chaos. J'aime bien construire. Et quand la machine a commencé à ronronner, nous, on s'est dit, purée, la formation présentielle, c'est cool, mais ça prend beaucoup d'énergie, tu vois. On s'est dit, on va essayer de faire un outil technologique, un outil tech. Et cet outil tech, c'est quoi? Il comprend le besoin d'un apprenant, et en fonction de son besoin, il va lui proposer un parcours de formation en ligne, adapté à ses objectifs. On s'est fait incuber, on a eu des subventions, et là, c'est le moment où j'ai vécu l'entrepreneuriat le plus difficile de ma vie. C'est que je me suis défocus de ce qui marchait
Je suis parti dans un nouveau domaine que je ne maîtrise pas. Et donc, j'ai embauché une équipe, un développeur, des commerciaux. Et là, à ce moment-là, tu maîtrises plus rien. Et on était à 2 mois de déposer le bilan. Parce que, en fait, on a délaissé un business qui fonctionnait pour se concentrer sur un autre. Sur celui-ci, on maîtrisait rien. Et donc, on a été à 2 mois de déposer le bilan. Et donc, on a dû dire à tout le monde, salut, ciao. Moi, j'ai dû vendre ma bagnole pour payer l'URSSAF, etc. Ouais. Bon, bref, c'était une galère, quoi. Par contre, je me suis rendu compte quand même que dans les épreuves un peu compliquées comme ça, tu crées une énergie en toi qui te permet de décupler tes résultats avec beaucoup moins de personnes. Et donc, on a réussi finalement à 2 à sauver le bilan de l'année. Et puis, depuis le 2017, on va dire, 2018, je me suis dit, j'ai envie d'être un artisan de l'entrepreneuriat. Pour moi, j'ai envie de construire un business auquel je crois, un business dans lequel je prends du plaisir, ou genre, je pars en mission, quoi. C'est plus un travail pour moi, c'est je pars en mission, et on peut en parler après, c'est là où a commencé à germer l'école en ligne, les Geeks des chiffres. Okay. À la suite de ces, finalement, 2 expériences entrepreneuriales, où une qui a bien marché, une qui nous a mis à la paille, et puis une autre où on s'est dit, on va y aller de manière progressive, étape par étape, mais il faut qu'on puisse kiffer ce qu'on fait, c'est très, très, très important. D'accord, et du coup, les Geeks des chiffres, c'était d'abord cette volonté de créer une solution technologique, etc., avant la chaîne YouTube et la visibilité que c'est aujourd'hui ? Alors, effectivement, tu vois, en 2017, il se passe un truc, c'est que comme on voulait faire le produit technologique, mais qu'on avait... Nous, on avait l'idée de faire un outil tech, mais on n'avait pas le fond. On n'avait jamais éprouvé le fond. Et en 2017, Soumaya me dit, Nicolas, il faut qu'on se lance sur YouTube. Tu vois, il faut qu'on se lance sur YouTube. Regarde ce qui se font aux États-Unis. Quand je tape comptabilité sur Internet, on voit que des chaînes qui cartonnent dans les pays du Maghreb, etc. Les mecs, ils font des vues de tarés. Mais en France, franchement, il y a rien. Tu vois. Et moi, je suis passionné de pédagogie. J'adore transmettre. Genre, pour moi, c'est une dinguerie, tu vois. J'aime bien quand je regarde quelqu'un dans ses yeux, dans ses gestes, dans ses émotions, où tu vois l'effet déclic dans son esprit. Tu vois. Et comme moi, quand j'étais à l'école, j'étais pas très bon étudiant et que j'aimais pas vraiment la compta et que j'ai vraiment eu du mal à le comprendre. Je l'ai bien compris quand je suis allé en entreprise et je l'ai encore mieux compris quand je l'ai transmis. En 2017, elle me dit vas-y, fais des vidéos sur YouTube. Donc, je reprends un peu l'exemple qu'on s'est dit sur l'autre podcast, les Geeks des chiffres, où toi, t'arrives, c'est une catastrophe de faire une vidéo. Et moi, pour faire 2 minutes, c'est 4 heures, quoi. Tu vois, parce que moi, je pense dans mon esprit qu'il faut que je fasse un rush parfait. Une vidéo, tu peux pas couper au montage. Je pense que ça doit être exceptionnel, tu vois. Et donc, en 2017, on se lance sur YouTube et on commence à faire nos premières vidéos. Avec 2 visions. La première, c'est de tester un modèle pédagogique en ligne pour voir ce que ça pourrait donner si demain, on devrait créer une école pédagogique dans la compta-gestion. Et puis, kiffer, quoi. Voilà. Kiffer. Et moi, je découvre un nouveau truc, donc ça me stimule, ça me fait kiffer. Et puis, on commence à se lancer sur YouTube. Et puis, les gens dans notre entourage, ils rigolent un peu. Et disent, ah, mais tu sais, il y a les millions d'abonnés à l'époque, tu vois. Et toi, quand tu fais de la compta et de la gestion, tu vas pas aller chercher des millions d'abonnés. Et nous, on s'est dit, si en 1 an, on a 1000 abonnés sur la chaîne, purée, on est content, quoi. Tu vois. Et finalement, ça s'est vraiment bien développé. Et du coup, le modèle pédagogique, les gens ont vraiment kiffé parce que j'avais cette capacité à rendre simple en compta quelque chose de compliqué dans la majeure partie des cas. Tu parles de compta à un étudiant, il dit « Ah non, un entrepreneur, ah non, je comprends rien, c'est dur ». Et moi, du coup, grâce à cette expérience pédagogique en formation présentielle, eh bien, j'ai pu capitaliser tout ça pour développer la chaîne YouTube Les Geeks des chiffres. Mais à la base, c'était tester un modèle pédagogique et en face, c'était de kiffer. Et puis après, on verra ce qui se passe. Ok, donc finalement, aujourd'hui, l'ampleur que ça a pris et que c'est devenu, c'est presque la conséquence de tout ça. Et ça te permet de monétiser différentes choses finalement. Ça te permet de monétiser ta plateforme, tes cours en ligne, tous les différents projets que tu veux propulser, quoi. Exactement. Et en fait, franchement, je pense que YouTube, dans mon expérience entrepreneuriale, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, tu vois. Parce que déjà, c'est un outil qui m'a permis de sortir de ma zone de confort. Tu vois, comme je t'ai dit, j'étais timide. Et donc, se bagarrer face à l'écran, c'était pour moi un challenge, tu vois, qui pourrait être aujourd'hui, qui pourrait être dérisoire.
Aujourd'hui, maintenant j'appuie sur un bouton, c'est facile, tu vois, à force de l'avoir fait. Mais au début, c'était pas si évident. Donc, ça a été vraiment trop bien pour la prise de confiance. Et puis aussi pour marketer ce que tu vas vendre. Bien sûr. Tu vois, Ouais. là, tu es en train d'apporter une vitrine de ce que tu pourrais proposer. Et donc, ça m'a ramené tout ce que ça me rapporte aujourd'hui, en réalité. Tu vois, c'est la première vitrine, la chaîne YouTube Les Geeks des Chiffres. C'est ce qui fait rayonner l'école en ligne, c'est ce qui fait rayonner les partenariats d'influence, tu vois. Et c'est ce qui me fait qu'aujourd'hui, dans nos business, eh bien, il y a 0 € de publicité, quoi. Ouais. Tu vois. J'allais te poser la question justement. Aujourd'hui, tu fais pas de publicité directe en acquisition de trafic. Tout vient de l'organique de tes réseaux sociaux. Exactement, Wow. exactement. C'était un peu le modèle, comme je t'ai dit au début, on voulait être artisan De l'entrepreneuriat. de l'entrepreneuriat. Ouais. Et donc, c'est comme si que tu le vois pas à pas, il va monter les briques de Ok. son projet. Je suis pas pressé. Je ne suis plus pressé. Avant, j'étais pressé. J'avais qu'une obsession, c'était de faire un business à des millions. J'avais qu'une obsession, c'était de faire de la croissance à 2-3 chiffres par mois, par an. J'avais qu'une obsession, c'était de faire ça. Mais j'y arrivais pas. Ouais. Le jour où j'ai réussi à faire C'était ça, frustrant. c'était méga frustrant. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que j'avais du potentiel et que j'avais l'impression que tout était diffus. Et qu'est-ce qui a créé le déclic? Tu t'es dit, ok, je vais changer de vision par rapport à ma perception de l'entrepreneuriat, de la personne que je suis et de la direction que je veux donner à mes objectifs. Il y en a plusieurs. Ok. Et je vais te faire plaisir aussi. Parce que j'ai jamais eu de problème de monétiser un projet que j'ai fait. Jamais. À chaque fois que j'ai fait un truc, j'ai réussi à le monétiser. C'est-à-dire que j'ai toujours réussi à faire du chiffre d'affaires avec n'importe quoi que j'ai pu avoir dans les mains. Mhm. Je me rappelle un jour, j'ai voulu faire une formation sur la lecture rapide. Tu vois. Et je suis pas expert là-dedans, quoi. J'ai regardé 3 livres, j'ai kiffé, je participé à un championnat de lecture rapide pour voir ce que ça donne. Je me dis, ah bah tiens, si je faisais une formation en ligne pour faire ça, tu vois, ça m'a pas. J'ai eu aucun problème, elle n'existait pas. J'ai réussi à la monétiser alors que j'avais aucune compétence dans les neurosciences, ce genre de trucs, tu vois. Donc pas de souci. Le déclic, ça a été en 2020. Il y a le Covid. Mhm. Tu vois. Et je sens que tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Tout ce qu'on fait dans le digital, ça ne marche pas. Tu proposes des formations, personne ne les achète. Tu donnes de l'énergie et il n'y a rien qui fonctionne. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'arrive à faire de l'argent, mais j'arrive pas à en faire beaucoup, tu vois. Et je me dis, bah, faut revenir aux prémices de l'entrepreneuriat. Comme un bébé. Et donc, tu vas réapprendre à entreprendre. Non plus à le faire au fil de ce que tu ressens et de ta propre intuition, tu vas vraiment te former. Comme moi, je suis issu d'une éducation, en tout cas d'un endroit où, pour moi, l'école, c'était difficile, j'étais pas bon élève. J'y arrivais que quand j'avais un challenge avec quelqu'un ou parce que j'avais peur de décevoir mon père, ma mère. En fait, le truc, c'était quoi? C'était... je pensais que entreprendre et gagner beaucoup d'argent, c'était réservé qu'à une élite. Et je savais pas que je devrais me transformer en padawan et puis apprendre étape par étape. Alors j'ai fait quoi en 2020? J'ai acheté une formation en ligne qui s'appelle, d'un ami à toi, qui s'appelle Robin Janssens, Ok. qui s'appelle le business en ligne. Ouais. Et puis j'ai acheté aussi une formation entrepreneur.com. Ok. Et à l'issue de ces 2 formations, donc j'ai pas tout regardé, mais sur ce que j'ai fait, j'ai eu un déclic. Donc le nom de ton podcast. Et le déclic, ça a été le suivant. J'ai dit, ah ouais, une niche marché dans un océan bleu, avec un avatar précis et une offre irrésistible. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais vu ça de ma vie? Tu vois ou pas? Ouais, totalement. Pourquoi j'ai pas vu ça de ma vie, en fait? Ouais. Dès que j'ai découvert ça, eh bien, je suis passé de 30 clients par mois à 30 clients par semaine. Magnifique. J'ai changé le modèle. Ouais. En fait, en réalité. Et donc, ça a été un des premiers déclics dans mon entrepreneuriat. Et puis après, bah, tu pousses aussi le truc. Tu vas spécifier ton offre. Tu vas créer une offre encore plus irrésistible. Et donc, on a créé dans un modèle de l'expertise comptable une plateforme en ligne
qui permet à n'importe qui de préparer un diplôme de comptabilité et gestion. Bac plus 3. Si tu regardes et tu benchmarks autre part, ça, tu le payes entre 4 et 6 000 euros par an. Ou alors entre 4 et 6 000 euros le diplôme. Nous, on a fait un parti pris, on s'est dit, on veut un modèle scalable, dans lequel l'intervention humaine soit la plus faible possible, parce qu'on voulait que notre business soit au service de nous, et pas nous au service du business. Et on s'est dit que pour aider les gens à avoir un diplôme, il faut quand même les accompagner. Il faut quand même leur apporter de la valeur, répondre à leurs questions. Mais nous, au début, on était 2. Et créer un DCG, un diplôme de compta gestion, c'est 13 matières. C'est 1700 heures de cours. À 2, c'est un travail de fou furieux. Ouais. Je discutais avec un concurrent à une époque qui me disait, on a mis 15 personnes, ou 13 personnes, je crois, sur le projet pour sortir la totalité du diplôme. Ça a pris 1 an, ils n'ont même pas fait de cours en vidéo. Et nous, on a fait ça dans le même timing, en faisant tous les cours en vidéo, etc. Et donc, forcément... Et vous étiez 2. Et on était 2. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que on s'est dit, on va pas proposer l'accompagnement, parce qu'on peut pas, on n'a pas les outils pour pouvoir le faire, on n'a pas les ressources. Et donc, on va proposer un prix qui est pas cher, on accompagne personne. Mais par contre, tu le payeras entre 5 et 10 fois moins cher. Et le produit, lui, comme on est des experts dans la pédagogie, il va répondre aux besoins des gens. Et quand ils vont apprendre leur diplôme, ils vont dire « Ah ouais, c'est dingue ». Et c'est comme ça, avec ce modèle et ce premier déclic, qu'on a réussi à former 5000 personnes depuis 2020, en fait. Donc là, on est 2022, même un peu plus maintenant. Et on a des taux de réussite de 75%. Quand à l'échelle nationale, c'est 40% de taux de réussite sur le diplôme. Sans accompagner les gens. Sans accompagnement. Exactement. Donc ça, c'était un peu notre prouesse et c'était un peu le déclic de l'entrepreneuriat. On créera l'offre irrésistible, le produit devra être incroyable. Évidemment, il est perfectible, ou il a ses imperfections, si je peux le dire comme ça. Mais ça, c'était dans la V2. On sait qu'on accompagnera les gens de manière personnalisée sans augmenter le prix. Parce qu'on s'est dit qu'on fera la stratégie free. On augmentera toujours la qualité du service sans augmenter le prix. Pour aller finalement, j'ai pas envie de dire atomiser le marché. C'est comme, je t'ai dit que maintenant on veut un projet dans lequel on part en mission et en croisade, c'est de se dire, on veut que dans cette industrie, il y a du mal d'y avoir des gens, parce que les gens ils veulent plus faire ce métier. Il y a des besoins en recrutement qui sont énormes. Et quel est notre impact que l'on va pouvoir avoir dans cette industrie pour finalement sortir des diplômés qui aillent dans les meilleurs cabinets comptables, qui aillent dans les meilleures entreprises, qui apportent des valeurs incroyables dans les services comptables et financiers. Et on s'est dit, nous, on veut être la personne qui va aider ces gens-là. Et donc, il y a beaucoup comme c'est un diplôme qui peut se faire en candidat libre, eh bien, t'as des mères de famille qui ont des enfants, qui veulent faire des reconversions professionnelles, qui n'ont pas les moyens pour pouvoir faire quoi que ce soit. Toi, tu leur proposes une plateforme, 35 € par mois, sans engagement, passe un diplôme. Au pire, tu auras perdu 35 € à essayer. Au mieux, tu valideras ton diplôme. Et donc, nous, on propose une licence, si tu restes 3 ans, pour moins de 900 € pour avoir un diplôme. Et donc, ça, c'était le premier déclic, Alec. Incroyable. C'est super intéressant. Deuxième déclic que j'ai pu avoir, c'est que, mine de rien, au début, quand tu es 2, parce que j'ai quand même dans mon esprit que j'ai planté une boîte. Et donc, j'ai un petit échec. Mais moi, j'aime pas ça. J'ai envie d'être dans le... Surtout qu'en France, la culture de l'échec, c'est plutôt négatif. Bah ouais. J'ai écouté un podcast une fois d'une fille qui s'appelle Apsatoussi. Okay. J'aime beaucoup cette personne et qui dit, malheureusement, on salue, on pointe du doigt l'échec, mais on salue peu l'essai. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pas saluer l'essai, mais on va pointer du doigt, ah purée, tu t'es trompé. C'est vrai. Moi, dans mon esprit, je me suis dit, purée, j'ai ça, donc j'irai brique par brique, je ne suis pas pressé, je créerai un projet bootstrap, autofinancé. Donc depuis 2019 même, on fait une croissance à 3 chiffres tous les ans, en 100% organique. Et le deuxième déclic a été le suivant. Février 2022, donc au moment où on tourne ce podcast, on est en décembre. Décembre. Février 2022, on est sur plein de projets. Tu vois, c'est dur, il y a du taf. Même si tu crées un projet scalable, il faut quand même délivrer. Et puis, tu as envie de faire des nouvelles choses. Tu as envie de développer. Donc là, tu as une charge émotionnelle qui est importante. Et là, tu commences à être essoufflé. Tous les réseaux sociaux, tu as une charge mentale. Et là, tu dis, OK, là, il faut que je m'arrête. Il faut que je stoppe.
il faut que je revoie et que je calibre quelle est la vision du projet que je veux demain. Je ferme mon ordinateur pendant 6 semaines. Je le ferme et je ne regarde plus rien. Et donc, un truc qui est incroyable, c'est que la croissance continue de manière automatique. Donc, même si j'ai fermé mon ordinateur, on fait quand même du chiffre d'affaires. Oh, même mieux que les mois d'avant. Ok. Et là, tu dis, quel est le business que je veux créer pour moi? Et donc, maintenant, j'ai créé un espèce de good life system. Pour moi, c'est le good life system que je veux. Je veux une vie, parce que le pro et le perso, pour moi, tout est confondu, tu vois. Tu vis une vie. Et donc, je veux que dans mon taf, je kiffe chaque élément que je fais. Et donc, maintenant, je travaille sur quelques actions dans le projet Les Geeks des Chiffres. Et puis, je délègue tout. Là où je l'ai fait. Si j'ai fait quelque chose une fois que je peux déléguer à quelqu'un, c'est parti, tu vois. Et puis moi, je me concentre uniquement sur ce que j'aime. Et donc, mon déclic, c'est que je ne fais aujourd'hui que ce qui me fait kiffer, quoi. Okay. Et je sais qu'il y a des imperfections dans le business, mais c'est pas grave, parce qu'on est en train de structurer le projet pour que les imperfections puissent être traitées par des gens qui sont plus compétents et plus amoureux que moi sur d'autres sujets. Par exemple, l'accompagnement des étudiants qui pourront avoir sur la plateforme Les Geeks des Chiffres. Ok, je vois. Ouais, c'est super intéressant, notamment ce deuxième point, où de par le fait que tu as créé un système à la base, qui plus est en ligne, qui plus est en organique, tu fermes l'ordi 6 semaines, et tu as quand même du chiffre et encore de la croissance qui arrive. Et ça, c'est hyper important, et je pense que c'est un petit peu pour la plupart des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore de business en ligne, c'est un peu le goal pour beaucoup. Donc c'est top. Un autre point, c'est que du coup, tu travailles, tu es associé avec ta femme. Tu dis, moi je fais pas trop de distinction entre le pro et le perso, pour moi c'est on vit une vie et puis on avance dans les différents projets. Comment c'est de travailler avec sa femme au quotidien par rapport à l'entrepreneuriat, parce qu'on entend du positif comme du moins positif. J'ai des amis entrepreneurs qui travaillent en couple aussi qui m'ont dit c'est génial, c'est trop bien, et d'autres qui m'ont dit non, faut surtout pas le faire, c'est la pire des erreurs, il faut bien faire la distinction, etc. Souvent ceux qui évoquent le second point l'ont soit expérimenté et mal expérimenté, soit l'ont pas expérimenté. Toi qui fais ça depuis 2014 maintenant, en plus 1 an après la première création de votre boîte, vous avez eu un enfant. Si je fais le calcul de tête Exactement. Comme ça, 7 ans. Donc j'imagine que ça doit être challengeant. C'est quoi ton feedback là-dessus, les déclics peut-être que tu as eu, les leçons que tu as eues et que tu pourrais partager? Je pense que la personne qui partage ta vie, elle doit avoir... En tout cas, je vais t'expliquer comment ça se passe chez moi. Et je pense que c'est la clé de réussite, en tout cas de cette association, ce qui fait que dans la vie, tu as les mêmes objectifs. Tu ne vas pas les atteindre de la même manière. Mm-hmm. Par contre, l'étoile polaire, tous les deux, tu as envie d'y aller. Et comment on fait, en fait, c'est que moi et Soumaya, on est... purée, on est tout et son contraire, j'ai presque envie de te dire. Elle a appris à me connaître et à savoir comment je fonctionne. Et moi, j'ai clairement appris à la connaître et à savoir comment elle fonctionne. C'est-à-dire que je sais très bien quelle est sa zone de génie. Je sais très bien comment on peut l'exploiter et exploiter son maximum et tout son potentiel. Et ça, j'ai découvert finalement que assez peu de temps avant. Comme à la base, c'était ma femme, et du coup, je n'ai pas d'exigence envers elle. Tu vois, j'ai presque envie de te dire, je lui accepterai toutes ses qualités et tous ses défauts. C'est encore le cas. Sauf que j'ai appris à la connaître. Et donc, je sais qu'elle, elle aime l'innovation. Elle, si tu lui dis travaille 35 heures par semaine avec un agenda calibré, tu la tues. Elle est morte, elle est fichue. En fait, elle pourrait travailler dans un centre de R&D, tu vois, où son éclair et son coup de génie, il va être de temps en temps, mais celui-ci, il est juste transformateur, tu vois. Et moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis dans la régularité. Tu vois, moi, je suis dans les process. Moi, j'aime bien. Moi, j'exécute, elle pense. Même si, là, je coupe de manière volontaire ces deux manières de voir, mais on pourrait l'imaginer comme ça. Et moi, j'ai accepté ça. J'ai accepté que j'ai pas quelqu'un qui va travailler avec moi de manière full-time, à 100%. Comme elle a accepté que moi, je peux pas être un innovateur né, parce qu'on a ces deux caractéristiques différentes. Par contre, ce qu'elle fera, c'est que quand tu as un projet qui la chauffe, tu vois, là, c'est une machine de guerre. J'ai appris à la connaître. Et donc, pour moi, cet associé,
pour moi, il est parfait parce qu'on crée toujours des synergies. Et si on veut développer des stratégies, eh bien, j'ai une idée et elle va toujours l'arrondir. Comme quand elle va avoir une idée, eh ben moi, je vais toujours l'arrondir. Et en fait, quand tu regardes le projet Les Geeks des Chiffres, 5000 étudiants, une école en ligne, en tout cas marketée comme la nôtre, en comptabilité, bah, ça n'existe pas. Mais ça, c'est que le fruit de deux identités. Tu vois, c'est la culture, en fait. C'est vraiment une culture d'entreprise qu'on a créée. Et je ne sais même pas si je réponds à ta question, Alec, hein, parce que je pars dans tous les sens. Mais je la comprends, elle me comprend, on est complémentaires, on se fait extrêmement confiance, on n'a pas peur de se raconter des choses et de se dire des vérités, de dire quand ça va pas. Par contre, on sait exactement comment se le dire, tu vois. On se dispute pas, ou c'est très rare, parce qu'on sait se prendre, tu vois. Et comme on veut le bien pour l'autre, eh bien, on fait un peu pour les autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous-mêmes. Et comme on a tous les deux cette même philosophie, bah, tout est facile, tu vois. Ouais, je vois, c'est super intéressant. Et oui, tu réponds à la question, fondamentalement, c'est apprendre parfaitement à connaître l'autre, t'adapter, et puis justement pouvoir tirer le meilleur de chacun. Tu parlais avant d'un truc qui est extrêmement important, c'est voilà, un de tes déclics, ça a été de prendre conscience que mettre de l'énergie, du temps dans des choses qui ne te stimulaient pas forcément, bah, c'était pas le meilleur des deals, et c'est pas ce qui te permettait d'aller chercher le plein potentiel. Donc, il faut déléguer. Comment tu t'y prends pour déléguer, recruter, trouver les bonnes personnes, les recruter ou les débaucher, les garder, les incentiver potentiellement? Déjà, comment est structurée aujourd'hui ton organisation et comment tu t'y prends justement pour trouver ces talents et puis déléguer, recruter? Au moment où on enregistre, on est 2 dans l'entreprise, 2 fixes, et on bosse avec des freelances. Ok. Donc les freelances, tu as les freelance mentors, par exemple, qui ont fait de la production de contenu pour proposer nos programmes de formation en ligne. Donc nous, on leur a proposé un programme de formation pour qu'ils puissent être en capacité à délivrer les formations suivant notre cahier des charges, j'ai envie de te dire. Comment nous, on est parti les chercher? Eux, c'est l'image de marque des Geeks des Chiffres. À la base, comme on s'est lancé sur YouTube en 2017, ma tête, elle était omniprésente. Et quand les gens posaient des questions au support client, eh ben, ils parlaient Nicolas. Tu vois, alors que ça peut être quelqu'un d'autre qui répond, un freelance qui va répondre. Toujours on disait moi. Et donc mon objectif, c'était de me dire, si demain je meurs, ou si demain je veux plus être dans ce business, est-ce que ce business, comment je peux faire pour qu'il puisse ne pas avoir... Perdurer. Exactement, ne perdurer, qu'il puisse être... Intemporel. Tu peux donner, exactement, et tu donnes les clés à quelqu'un, et puis il peut en faire ce qu'il veut. Tu vois, je me suis dit, il faut que j'arrive à créer plusieurs visages. Et donc, créer plusieurs visages, c'était d'embaucher plusieurs mentors. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça? C'est qu'on s'est dit, il faut que le mentor puisse répondre à la définition du mentor exceptionnel que nous, on veut. C'est une forte capacité à engager les gens, une forte expertise technique, une forte personnalité, quelle qu'elle soit, mais en tout cas une personnalité qui est marquée. Moi, les gens, quand je fais des cours en ligne, ce qu'ils aiment, c'est que j'ai de l'énergie, j'ai dans le panache, je fais des fautes de français, j'essaye de vulgariser simplement. Ils disent que moi, je suis sympa et que je donne de la motivation et que je suis positif. D'autres, on a des avocats, comme je parle comme Raphaël, il n'est pas comme moi, mais il le kiffe parce que purée, une précision aiguisée au couteau. Et donc, comment nous, on a fait pour les recruter, eux? Tu fais pas une annonce sur LinkedIn et tu dis je recrute et ça va venir tout seul. On est parti les chasser. On s'est dit, il faut qu'il y ait des gens qui aient la même image de marque que nous. Donc, on est parti chercher des influenceurs dans leur industrie. Donc, Raphaël, avocat, ancien avocat en droit social, lui, on a découvert sa chaîne YouTube, il a 40 000 abonnés, on lui a proposé, est-ce que tu veux faire de la formation chez nous? Et comment on l'a fait? On a fait un contrat simple, un forfait. Et quand on sait, un forfait, un budget, quoi, tu vois, pour qu'il puisse produire le contenu, et on lui dit que si tu viens avec nous, tu auras toujours l'image de marque Les Geeks des Chiffres qui viendra avec toi parce qu'on sait qu'on va créer une histoire de dingue. Et c'est ce qui se passe en fait, tu vois. Les retours qu'on a aujourd'hui, qu'ils soient physiques ou en ligne, les signaux faibles, ils ne trompent pas. Quand les gens ils t'identifient comme un acteur majeur dans l'écosystème comptable et financier, et ben, tous ceux qui travaillent avec toi, et ben, nous, on leur apporte cette valeur. On leur met de la visibilité sur YouTube. Ça, on ne le finance pas, ça. On ne le monétise pas. Ouais. Quoique, certains mentors, on leur a même payé la production de contenu sur notre chaîne YouTube pour leur donner de la visibilité et apporter de la valeur. Pour te dire un peu la philosophie qu'on a, c'est qu'on les a même payés pour qu'eux, ils fassent une vidéo pour nous. Parce qu'on sait, c'est pas parce qu'on va leur donner de l'image de marque qu'on ne peut pas leur rémunérer un minimum d'argent pour qu'ils puissent faire la production, tu vois. Et comment on les incentive aussi, c'est que
on propose un contrat et toujours on va donner quelque chose en plus alors qu'ils ne le savent pas. Ok. Parce que c'est un effet de surprise, mais aussi on salue aussi l'effort qu'ils ont fait, ils se sont engagés et on a une relation extrêmement amicale. Si je passais 2 heures à l'aéroport avec eux, eh bien c'est un kiff, quoi. Tu vois. Pour moi, c'est pas possible de collaborer avec des gens. Et donc les gens, ils le sentent. Et donc ils ont envie de travailler avec toi parce qu'ils sentent que tu es quelqu'un qui est honnête, tu respectes tes engagements, tu payes vite. Alors que tu as dit que tu payerais à 30 jours, mais tu payes tout de suite. Et ils savent que c'est un bon deal avec toi. Et ça, ils le voient. Ça, c'est par exemple pour les mentors. Puis là, on est en train de structurer, on est en train de multiplier par 3 l'équipe. Parce que là, ça grandit. Et donc, comme on a créé notre maison, on l'a bâtie avec les bonnes fondations et qu'on a bootstrappé et qu'on a suffisamment de cash aujourd'hui pour recruter 4 personnes sans aucun problème, et bien du coup, là, j'ai essayé de définir mon avatar que je voulais précisément. Donc, on a bien travaillé sur notre culture d'entreprise, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Et puis, on a vraiment fait une fiche de poste très détaillée, très précise. Mais même dans la personnalité, chez la personne en elle-même, qui elle est, quoi. Tu vois, on veut vraiment que dans cette situation, elle pense comme ça, elle imagine comme ça. Et donc, du coup, ça prend du temps. C'est-à-dire que là, on a pris des plateformes comme Welcome to Jungle. Moi, j'ai pas mal de résonance aussi sur LinkedIn. Donc, je fais quelques posts sur LinkedIn pour dire qu'on recrute. Et puis après, il y a des gens qui sont rentrés dans le funnel. Et puis après, on leur a fait plusieurs étapes de recrutement. Une première étape plutôt qualitative où on fait une visio à distance. Comme ça, on regarde un peu comment les gens ils se comportent. C'est quoi un peu les signaux faibles, comment ils bougent, comment ils répondent. Et moi, quand je pose des questions, on enlève toute la partie technique, quoi. Comment tu te sens en ce moment? C'est quoi ta météo intérieure? Quel est ton manager idéal? J'ai envie de savoir si la personne, en fonction de ce qu'elle va répondre, elle fit avec notre culture. Et puis, elle pourrait vivre une belle expérience salariale chez nous pour vivre une aventure. Ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, c'est vraiment créer un cas pratique, tu vois, un cas d'usage où ils vont recevoir un mail. Tu mets en condition, quoi. Exactement, tu vois. Mais par contre, le cas pratique, il est sale, quoi. Genre, il est quasiment intenable pour faire un travail de qualité, tu vois. Moi, mon seul objectif, c'est de savoir si la personne, elle va rendre quelque chose. Est-ce qu'elle va tout rendre, même à peu près, parce que dans mes entretiens, je dis cette phrase. Nous, chez les Geeks des chiffres, on préfère les imbéciles qui avancent plutôt que les intellectuels qui restent assis. Donc, pour moi, si tu as entendu ça de manière faible dans le premier échange, même si tu vas rendre à l'arrache le cas pratique, tu auras tout fait, tu vois, même à peu près. Et ça, c'est exactement ce que je veux voir. La personne qui fait pas une partie du cas pratique, pour moi, c'est un mauvais indicateur, tu vois, parce qu'elle s'est pas immergée complètement dans la culture. Et puis après, troisième partie, eh bien, on fait venir les gens directement ici à Nice. Et donc, je pourrais te raconter le dernier cas qu'on a eu. On a fait un truc vraiment assez bizarre, assez particulier pour un processus de recrutement. Donc nous, on est une boîte que tu veuilles venir ici travailler à Nice ou full remote, aucun problème. Donc on a embauché 2 personnes qui viennent de Lyon et de Grenoble. On leur dit, on va vous inviter à l'hôtel et on va se rencontrer en physique. Donc la veille, ils viennent à l'hôtel et nous, on leur paye l'hôtel, on leur paye le voyage. Tu vois. Donc pour montrer aussi qu'on les respecte et on les considère. Ils reçoivent une petite carte dans leur chambre d'hôtel, personnalisée, avec un mot. Ok, d'accord. Et donc, le lendemain, on dit, on va se donner rendez-vous à 9h. On ne te donne pas ce qui va se passer, mais en tout cas, voilà ce qui va t'arriver. Et donc, on leur dit pas, ce qui va se passer dans le cas de l'échange, mais on va leur dire qu'on leur réserve des surprises. Ok. Et donc, voilà ce qu'on a fait pour crever tous les abcès. Et pour vraiment savoir qui sont les personnes. À l'hôtel, il y a une petite salle. En mode bien-être, quoi. On vire toutes les tables. On met des tapis par terre. Et on fait quoi, Alec? On prend un bâton de parole. On a préparé 5 questions précises. On prend un bâton de parole et nous, on se prête au jeu. On répond à la question de manière la plus honnête possible. Et une fois qu'on a... Et personne n'a le droit d'interagir pendant ce bâton de parole. On donne le bâton de parole aux futures recrues et elles doivent apporter leur réponse. Qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce que ce qu'elles disent, ça nous conforte dans nos 2 premiers entretiens ou pas? On fait ça. Et c'est incroyable.
Parce que les gens, ils vont te raconter des choses très personnelles. Ouais. On n'est plus dans une relation de employeur-salarié. Non, ça marche pas comme ça. On est une équipe. Et donc, ça se passe comme ça. Et on en découvre beaucoup plus. Et elles aussi, elles en découvrent beaucoup plus. Et là, tu crées, tu casses la barrière. Et là, tu arrives à bien connaître les gens. Et là, tu sais si l'équipe, elle peut être bien pour ton projet ou pas. Et eux aussi, ça. Et puis, l'autre partie, c'est que tu vas les mettre en relation à collaborer entre elles. Autre cas pratique. Donc, c'est long, hein. Ouais. Mais si ça marche pas, on s'en fout. On préfère rater un bon recrutement plutôt que d'en faire un mauvais. Totalement. Parce que, rappelle-toi, 2017, j'ai planté une boîte. Et donc, le projet de recrutement, il était aussi problématique. Ouais. J'ai pas recruté les bonnes personnes au bon endroit. Ouais, mais c'est pour ça que je te pose cette question, parce que c'est super intéressant que tu justement donnes tous les détails du processus, parce que c'est une des problématiques principales de la plupart des entrepreneurs qui doivent commencer à scaler, parce que voilà, on n'a pas envie de se créer une prison dorée et d'être esclave de son business, donc le recrutement au bout d'un moment vient quasi mécaniquement au milieu de la table, et comment s'y prendre, comment faire, est-ce que je vais faire un mauvais recrutement, les erreurs, les ci, les ça, le bon profil, le A-player, le ci, le ça, la vision, les valeurs communes, donc c'est super intéressant. Et donc, du coup, par exemple, sur ces 2 personnes, du coup, on les a recrutées. Ouais. Après, je fais pas tout le détail précis, mais Bien il y a sûr. encore pas mal D'étapes dans ce rendez-vous. Après, pour ceux qui écoutent après, sinon, de toute façon, on changera les choses après pour les autres personnes qui viendront. Mais il y a vraiment d'autres étapes. Il y a des choses très symboliques, tu vois. Nous, on a porté un bracelet pendant tout le processus de recrutement. Et donc, ce bracelet, c'est comme si il a une signification. Moi, je suis pas chaman ou ce genre de truc, tu vois. Je sais pas comment on le dit, mais j'ai pas de croyance particulière là-dessus. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une symbolique dans ce bracelet. Et à la fin, on leur dit qu'on les veut dans l'équipe. Est-ce qu'ils veulent porter ce bracelet ou pas, tu vois? Et bien sûr, et les gens. Et donc, je te raconte ces 2 recrutements. Donc, on a recruté une CPO, chef de produit, qui, elle, aura en charge le développement de la plateforme Les Geeks des Chiffres. Ce qui était plus quelque chose qui était pour moi, tu vois. Mais du coup, ça demande d'être nourri, plus de formation, plus, pour apporter toujours plus de valeur. On l'a recruté. Une Customer Care Manager qui va s'occuper vraiment de l'accompagnement des étudiants, maintenant, chose qu'on ne faisait pas avant. Et ils nous ont écrit une lettre. Genre, eux, ils sont rentrés chez eux et ils nous ont écrit une lettre et ils nous ont envoyé des cadeaux pour dire merci, c'était incroyable, j'ai hâte de commencer, c'est ouf et tout, etc. Et là, tu dis ok, si la personne t'envoie un cadeau, alors que c'est toi ta personnalité, toi tu offres des cadeaux à des gens quand tu veux les remercier. Et tu dis là, tu fites dans la culture, il se passe quelque chose. Et donc, quand tu vas servir tes étudiants, quand tu vas servir tes partenaires, tu auras la même logique. Tu vois? Donc, par exemple, on a enregistré un podcast sur le podcast Les Geeks des Chiffres. Que je vous invite à aller écouter. Exactement. Je sais pas quand ça va sortir tout ça, mais... Bientôt, en tout cas au mois de janvier, ça c'est sûr. Ouais, pareil. Habituellement, là malheureusement on n'a pas pu se cadrer sur l'agenda et pour moi c'était frustrant de ne pas pouvoir avoir déjeuné avec toi, créer ce lien émotionnel et tout, parce que j'aurais adoré pouvoir t'inviter, t'offrir un bon repas, que tu kiffes et tout, tu vois. Et ça c'est dans notre culture. Et donc pour nous c'était très important que les gens qui collaborent avec nous, ils puissent vraiment avoir cette même énergie, cette même vibe que nous. Et donc ça, c'est valable avec tous nos freelances, que ce soit un monteur de vidéos, de podcasts, etc. On cherche la réactivité et ce lien émotionnel. Je parle... Ah, c'est super intéressant. Et je suis content d'avoir posé la question. Un autre sujet, c'est aujourd'hui, donc les Geeks des Chiffres, il y a le podcast, il y a la chaîne YouTube. T'es clairement, je pense, à ma connaissance, le média le plus influent en francophonie autour de la comptabilité, de la finance. C'est bien ça? Alors, sur vidéo et sur podcast, oui. Sur Google, je laisse nos chers amis de Compta Online ce titre, qui sont vraiment incroyables et qui sont, eux, c'est plus de la rédaction. Okay. Mais en tout cas, sur YouTube, si on parle de comptabilité, c'est sûr que les Geeks des Chiffres, et sur le podcast, ça doit faire à peu près 1 an que je l'ai lancé. Oui, il est premier. Parfait. C'est quoi le secret derrière justement ce statut de numéro 1, cette croissance, cette audience, ces vues? J'imagine en cumulé, c'est des centaines de milliers, voire des millions de vues. Le podcast, c'est 1 millier d'écoutes par épisode en moyenne. On en parlait tout à l'heure, hors vidéo. Donc c'est assez fou. C'est quoi le secret, s'il y en a un, ou alors les quelques éléments qui font que justement vous êtes positionné aussi bien après tant d'années? Il faut répondre aux besoins des gens.
Donc moi, quand je fais un projet, je vais d'abord analyser un truc, c'est très égoïste, mais je vais analyser mon degré de kiff. Je vais aller faire quelque chose que je kiffe. Quand tu fais quelque chose que tu kiffes et que tu sais pas calculer, je t'assure que les algorithmes des réseaux sociaux, ils le savent. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Un jour, j'ai fait un post sur LinkedIn, il a fait 23 000 likes. Je sais pas. 23 000 likes. Ouais, 23 000 likes, Incroyable. plus de 1 500 000 impressions. Tu sais comment je l'ai fait? J'en avais marre. J'ai pris mon tel et j'y suis comme ça à l'arrache. Boum! J'ai fait la même chose la fois passée. Je recrute, justement. Je te parle de recrutement. Et je recrutais des gens un peu frustrés de l'expertise comptable. Parce que je me dis que j'ai besoin d'avoir des gens qui sont très bons techniquement sur la compta-gestion, mais qui n'ont plus envie de travailler dans l'industrie, qu'ils ont envie de la servir pour qu'elle ressemble à quelque chose d'autre. Donc, je reçois des gens en entretien qui sont tous dégoûtés. Ils ont vécu des burn-out, des trucs. C'est pas possible, quoi. Les cabinets d'expertise comptable. C'est dur ce métier, Voilà, c'est ci, c'est ça. les J'avais cabinets- vu ce post, je crois. J'avais vu ce post. Mais les cabinets d'expertise comptable, ils peuvent pas traiter les gens comme ça. Ça Ouais. se fait pas. 1000 likes, quasiment. Et moi, je suis saoulé. Hein. Là, ça m'énerve. Hein. Tu vois, je prends mon tel, tac, tac, tac. Boum. Et à chaque fois que je fais ça, je te garantis qu'à chaque fois que je fais ça, il se passe un truc. Et même sur TikTok. Sur TikTok, on fait une vidéo qui fait 400 000 vues. 300 000, je pense, ou je sais pas combien. Souma, elle me dit, hey Nico, est-ce que je peux te poser une question? Et moi, je suis en train de travailler, en fait. Ouais, je t'écoute. Je raconte n'importe quoi, je sais même pas ce que je raconte. J'ai une coupe à l'arrache, j'ai une lumière bleue dans mon visage. Je sais pas pourquoi, l'algorithme, je pense qu'il sent le naturel de ce que tu proposes. Et quand il y a ça, il se passe toujours un truc. Le naturel, l'énergie et le message que tu vas délivrer. Si tu résous des problèmes des gens, eh ben forcément ça va marcher. Parce que tu l'as dit, le watch time, donc la durée de vue sur une vidéo, ça compte. Ouais. Et donc, moi, je fais des cours en comptabilité, enfin, je sais pas, sur le débit crédit, je sais pas, elle fait 600 000 vues ou j'en sais rien, tu vois. Quand même, tu vois, pour un cours de compta, sur une petite notion très basique. Mais c'est tellement un point de douleur que, eh bien, les gens, ils le regardent, ça les transforme, et donc ils disent, ok, eux, ils ont réussi à résoudre mon problème. Et ça, on le voit souvent. En 15 minutes, ce que j'ai pas compris en 6 mois à l'école. Bah voilà, donc là, t'es sur quelque chose qui est très spécifique, hein, tu vois. Donc nous, notre secret, c'est de travailler sur le plus naturel possible, de travailler sur ce qu'on aime faire, le degré de kiff, et de résoudre le problème des gens. Donc sur YouTube, c'était simple, on était quasiment seuls. Moi, j'ai fait des cours en compta, il n'y en avait pas, j'ai kiffé, j'ai fait ça, et donc ça a marché, et au fur et à mesure, bah, ça s'est développé. Et donc, même cette chaîne YouTube, les profs, ils l'utilisent dans les universités, dans leurs cours. Ouais, je reçois souvent plein de screenshots d'étudiants, Incroyable. d'élèves qui me font des photos et qui sont en classe. Et j'ai purée. Moi, j'étais nul à l'école, quoi. Tu vois, moi, j'étais nul à l'école. Et en fait, finalement, je trouve ça rigolo que bah, y a un prof qui va me prendre, moi, en modèle un cours, alors que l'histoire ne l'avait pas dicté comme ça, tu vois. Ouais. Donc ça c'est une première chose. Et sur le podcast, mon objectif c'était toujours d'apporter de la valeur et c'était aussi d'inspirer les étudiants de la filière compta-gestion à avoir des rôles modèles. Je me suis dit, je vais interviewer des entrepreneurs pour que, comme les gens que je forme, c'est destiné à être les futurs experts comptables, donc qui accompagnent les entrepreneurs, des futurs directeurs administratifs et financiers, donc qui vont gérer vraiment la partie chiffrée d'une boîte. Je me suis dit, je dois inviter ces gens-là pour que quand les étudiants vont les écouter, ils se disent « Ok, c'est cette culture, c'est comme ça qu'ils pensent. » Donc c'était mon idée de départ. En fait, au final, je me rends compte que la majeure partie, c'est des professionnels du chiffre qui l'écoutent et qui me disent « Nicolas, merci parce que en fait, je vais développer mon business, je vais développer mon cabinet. Grâce à ça, je vais finalement, pour quelques-uns qui me disent bah, « Merci parce que je vais m'orienter plutôt, je vais m'orienter dans la filière, ça m'a motivé, ça m'a donné envie, je suis en conversion professionnelle, c'est super intéressant et tout. » Et donc, encore une fois, le podcast, je l'ai fait avec kiff. Et pour moi, c'est très important. Kiff, douleur. Point à la ligne. Et évidemment, l'autre objectif, c'est faut pas être parfait, quoi. Dès que tu commences à être parfait, t'es fini, t'es mort et tu fais plus rien. Ouais. Et donc, Fait mieux que parfait. Ouais, c'est ça. S'il y a un problème parce que je me suis trompé dans un mot ou je sais pas quoi, je m'en fous, j'y vais, quoi. Je lance et puis tant pis. Les gens, ils sont suffisamment intelligents pour comprendre que tu t'es trompé, quoi. Tu vois. Et puis ils te le disent souvent, parfois. Bon, c'est pas grave.
tu vois. Je vois, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, te regarde et te dit wow, c'est super intéressant, super inspirant. Il a osé justement créer une chaîne YouTube sur le domaine de la comptabilité. On aurait pu se dire, voilà. Mais qui se dit, bah moi, j'ai rien à transmettre et tout le monde s'en fout de mon expertise ou de ce que j'ai à dire. Il y a forcément un truc qui te passionne dans la vie, tu vois. Il y a forcément un truc qui pourrait te donner envie, te challenger. Je vais donner un exemple. J'ai un pote à moi. Il est passionné par la nourriture italienne. Tu vois, ça c'est son kiff. Mais il a bossé en banque. Il était malheureux comme je sais pas quoi. Genre, il était malheureux. Tu lui dis, tu vas pas bosser dans la restauration. C'est pas un métier d'avenir. C'est pour les gens qui travaillent mal à l'école, tu vois. Genre, t'es là. Mais en fait, la cuisine aujourd'hui, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ben lui, par exemple, je lui ai dit, mais tu vas vouloir monter ton resto. Tu veux monter ton resto. Bah, aujourd'hui, tu bosses en tant que pizzaiolo dans un resto, tu vois. Tu kiffes, t'es passionné. Et bah, fais des réels Instagram. Et commence comme ça. Montre tes recettes. Montre ce que tu fais. Montre l'univers du pizzaiolo que tu es. Et peut-être que demain, tu donneras des vocations à des gens de devenir pizzaiolo par eux-mêmes. Puis en plus, il a une histoire de fou. Exactement. Ouais. Il bosse à la banque. Sa famille lui dit non, franchement, continue, c'est la planque. Tu vas faire un prêt, tu vas acheter ta maison, tu vas être propriétaire. T'as un CDI, t'as une planque. Et lui, la seule chose qu'il a envie, c'est de faire des pizzas, quoi. Et il veut devenir le meilleur. Et en fait, le pire, c'est qu'en étant pizzaiolo, il gagne beaucoup mieux sa vie que quand il bossait en banque, en étant salarié. Incroyable. Tu vois. Et donc, je lui dis, n'aie pas peur de le faire. Tu t'en fous. Et puis, effectivement, il a commencé à s'initier à pouvoir faire ça. Et puis, il y a des gens qui disent, c'est super ce que tu fais, c'est génial. Et puis, même si c'est imparfait, il se lance. Et ça va lui apporter quoi? Peut-être quelque chose demain. Tu vois. Moi, je pense qu'on a tous une passion. Tu peux transformer un business, transformer une passion en business. Et donc, tu peux créer du contenu dedans. Tu peux déceler aussi une opportunité de marché. T'es pas forcément passionné, mais tu dis purée, ici, l'assurance pour les jeunes conducteurs, j'en sais rien, c'est une folie. Tu peux créer du contenu pour la sécurité routière, ce genre de choses. Tu feras rayonner ton expertise et ton produit qui va avec. Le seul conseil que je pourrais te donner, c'est si t'as peur d'y aller, tant pis pour toi, quoi. Tu vois, tu vas rester chez toi et tu vas regarder les autres faire et tu vas les envier et tu seras dégoûté, quoi. Mais je le dis souvent aux étudiants, si vous voulez travailler un peu votre marque personnelle, quand vous démarrez, même vous êtes dans les études, faites un petit blog sur du contrôle de gestion. Montre-nous ton expertise là-dessus. Tu veux devenir expert comptable, accompagner des mecs dans l'immobilier, crée du contenu sur l'immobilier. Le jour où tu te lances, où tu as 10 000 abonnés, où les gens disent purée, prof social de ouf, quoi. Ouais, non, mais il est lourd, lui. En plus, ce qu'il raconte, c'est top. Et puis, je l'aime bien ce qu'il dit. Et donc, voilà, il faut y aller, quoi. Si tu veux pas y aller, tant pis. Ouais, c'est clair, tu dis un truc très pertinent. Tu as dit on peut transformer une passion en business. Je vais compléter le truc en te disant qu'on peut transformer n'importe quelle passion en business, selon moi. Par contre, on peut difficilement devenir passionné d'un business ou d'un métier qui ne nous stimule pas. Du coup, c'est toujours plus intéressant de faire un truc que tu kiffes et de réussir à trouver comment le monétiser, même en étant salarié s'il faut, mais en faisant 2-3 autres trucs en plus en parallèle, comme ton ami Pizzaiolo par exemple, que l'inverse, c'est d'être frustré toute ta vie de faire un truc qui ne te plaît pas. Aujourd'hui, tu parles beaucoup de comptabilité, c'est un métier que tu connais, etc. Moi, la comptabilité, tu vois, en plus en France, où on dit... c'est une prison fiscale, la comptabilité, la France c'est horrible, les impôts, les machins, les trucs, machin. Toi qui est un acteur majeur justement du domaine, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que la France, c'est une prison fiscale, c'est horrible et ça ne stimule pas l'entrepreneuriat? Ou est-ce que tu as un autre avis sur la question? Parce que avec entrepreneurs.com, avec même ma marque personnelle, j'ai pu accompagner des milliers de personnes et j'en ai eu autant qui sont restés comme immobilisés à ne même pas oser démarrer leur projet d'entreprise de peur de ce système-là, ou tout du moins de comment ils l'auraient vendu. Autant des gens qui ont fui la France et aujourd'hui dénigrent la France dans d'autres pays, soit dans des paradis fiscaux, soit même dans des pays qui ne sont pas des paradis fiscaux, mais parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ou autant des gens qui restent ici et qui sont soit très contents et qui ont réussi justement à optimiser leur situation et à faire les choses bien, ou alors soit se plaignent constamment. Du coup, j'aimerais beaucoup avoir ton feedback, vu que tu connais très très bien le métier, et ça peut peut-être remettre un peu l'église au milieu du village pour ceux qui se posent plein de questions là-dessus.
la comptabilité, il ne faut pas le voir comme... alors, il y a plusieurs sujets. Comptabilité, fiscalité. Ouais, il y a plusieurs sujets. Pour qui fait-on la compta en France? On va d'abord faire la compta pour l'État français. Parce que grâce à la comptabilité, on pourra calculer des impôts. Et donc avoir des deniers financiers pour l'État français. Ensuite, on fait la comptabilité pour le dirigeant aussi. Parce que la comptabilité, c'est l'histoire financière des stratégies qu'il a prises par le passé qui ont donné un résultat. Ok, j'ai un produit, un service à vendre, quelles sont mes stratégies marketing, etc., etc. Et ben ça me donne un résultat. Bénéfices, pertes, quel niveau de bénéfices, quel niveau de pertes, etc. La France, ce n'est pas un paradis fiscal. Il y a les avantages et ses inconvénients. Effectivement, on est dans un pays qui est extrêmement lourd d'un point de vue fiscal. Et franchement, on ne va pas pouvoir faire... Il n'y a pas 1000 niches fiscales. Hein. Tu vois, celui qui me dit il y en a 1000, non, ça n'existe pas. Il y en a quelques-unes qui sont encore un peu stylées. On peut un peu optimiser, mais globalement, on ne peut pas tout craquer dans le modèle. Par contre, il faut bien connaître les règles. Bien connaître les règles. En fait, en France, il y a des règles du jeu. Si tu n'acceptes pas les règles du jeu, eh ben, tu vas jouer dans une autre partie. C'est comme ça, tu vois. Soit tu essayes de changer la partie en cours, mais donc du coup, il faut prendre des responsabilités à l'État pour changer ça. Ou si tu n'acceptes pas les règles du jeu, eh ben, tu pars dans un paradis fiscal, dans un autre pays, et bon nombre de personnes le font. Tant qu'ils sont OK, il n'y a pas de souci. Je reviens d'un voyage aux US. Je suis dans un Uber. Et ce que j'aime bien, c'est parler avec les gens du terrain pour comprendre c'est quoi leur vie. Donc j'étais en Floride. Et en Floride, il y a beaucoup de gens qui viennent de Cuba, Porto Rico, Saint-Domingue, Mexique et tout. Et donc, je pose la question au chauffeur Uber. Pourquoi tu es venu aux États-Unis? Qu'est-ce que tu recherchais? Qu'est-ce que tu voulais? Et là, il commence à me faire un pitch sur le système social américain. Donc, les États-Unis, première puissance mondiale depuis 1920, je pense. Alors, ils ont un pays en 500 ans qu'ils ont killé le game. Donc c'est le pays le plus riche, avec des gens et un système social qui est complètement... il n'est pas claqué, mais en tout cas, il n'est pas au niveau de celui des Français, tu vois. Moi, par exemple, quand ma femme elle est partie accoucher, elle n'a pas payé, quoi. Tu vois. Là, tu vas là-bas, mon grand-père, il a vécu aux États-Unis aussi pendant une vingtaine d'années. Il a une maladie, il a dû payer $20 000. Donc, quand tu vois ça, en fait, c'est juste un jeu de juste mesure, tu vois. Est-ce que les règles, tu as envie de les subir ou pas? Par contre, si tu as décidé de jouer dans la partie du marché français, dans la fiscalité, alors il faut que tu puisses être accompagné par ceux qui maîtrisent les règles du jeu. Si tu es accompagné par celui qui maîtrise la règle du jeu, alors tu pourras jouer avec la partie en connaissance de cause et tu pourras être stratège et non plus quelqu'un qui va subir à la fin de l'année. Eh bien, tu as ton bilan et tu te dis, ton expert comptable, il t'a pas accompagné, il t'a rien expliqué, il t'a pas expliqué les règles du jeu, et tu te rends compte que tu as travaillé comme un taré, peut-être des dimanches où tu n'as pas vu ta famille, tes enfants, tu es au bout du rouleau, tu es fatigué, et tu dis purée, et il me puise tout. Et là, tu es frustré, tu es énervé, bien sûr, tu as envie de partir. Si tu avais connu les règles du jeu, day one, à la fin de l'année, tu sais ce qui t'attend. Et donc, tu n'as aucune surprise. Donc, si j'ai un conseil, ou en tout cas ma lecture dans cette industrie, c'est que la compta, c'est obligatoire pour une majeure partie des boîtes. Si tu ne crées pas ton entreprise ou tu ne développes pas ton projet à cause du stress administratif, du coup, tu es mort dans l'entrepreneuriat. C'est rien du tout, c'est une petite marche, ça. C'est ça. C'est fou. Il faut aller ce qui devrait t'empêcher de dormir, c'est de ne pas aller trouver des clients, tu vois. Parce que là, ton business... que tu aies de la compta ou que tu n'en as pas, si tu n'as pas un client qui va te payer pour l'offre que tu vas produire ou tu vas proposer, tu es mort, quoi. Tu vois ou pas? Donc, je dis que si tu te stresses pour la partie administrative, pour pas créer ton projet, là, franchement, je suis désolé. La seule chose que tu peux faire pour atténuer ce stress, c'est soit tu vas te former, ok? C'est pas non plus si évident que ça. On ne crée pas une boîte pour faire de la compta quand on est entrepreneur. On essaye d'aller voir des gens qui sont calibrés pour ça. Il y a des experts comptables, il y a des DAF à temps partagé, on peut leur poser des questions pour qu'ils puissent nous aiguiller à minima si on n'a pas d'argent au début. Et si on en a un peu, eh bien on paye quelqu'un 2 000 €, 2 000 €, 3 000 €. C'est pas de l'argent de perdu.
c'est un investissement qui te sécurise à la fin de l'année. Et comme ça, toi, tu es tranquille. Tu connais la ça. règle du jeu. Comment on choisit correctement son comptable, son expert comptable ou un DAF? Pour moi, je pense qu'il y a une clé qui est très importante. C'est qu'on est quand même sur une profession réglementée, avec un haut niveau d'études. Et donc, il y a un peu cet expert, tu vois. L'expert, tu vas réussir à le sortir de sa zone de confort si tu arrives à parler un peu comme lui. Si tu arrives à le titiller un peu. Et donc, pour moi, un bon entrepreneur, il doit avoir à minima des clés de lecture sur les indicateurs de performance de son business, avoir un petit verbatim de comptabilité, de gestion, pour lui dire quand est-ce que je peux avoir mon bilan, est-ce que je peux avoir des clôtures mensuelles, quelles doivent être mes stratégies d'amortissement, comment je peux payer moins d'impôts sur les sociétés, qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'entrepreneur pour avoir mon bilan et mon compte de résultat à jour les J+3 de chaque mois. Si tu lui parles comme ça, il n'est pas habitué, lui. Il sait que quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui a suffisamment de liens et de vision sur ses chiffres, et lui, il ne voudra pas mal passer. Il a fait 8 ans d'études. Ah bah non, j'ai pas envie de passer pour un con, tu vois. Donc, il faut avoir déjà cette petit bagout technique. Petit, je dis pas énorme, mais au moins des questions. Deuxième partie, il faut que l'expert comptable connaisse ton industrie. S'il ne connaît pas ton industrie, en fait, t'es mort. Ouais. Parce que si t'es dans la restauration et que tu vas avoir un mec qui sait que faire des agences digitales, bah t'es mort, quoi. Comment il va avoir un effet miroir vis-à-vis de toi dans l'écosystème? Tu vois, comment toi tu vas savoir que ta marge elle est bonne? Parce que lui, s'il a la connaissance de l'industrie, il a des KPIs dans son esprit qui sont clairs, moyens. Et s'il voit que toi t'es pas dans les clous, il va pouvoir t'aider à te dire attention, tu vends pas assez cher, ta marge, etc., etc. Donc s'il connaît ton industrie, il va pouvoir t'apporter des vrais conseils. Le pire, c'est que, enfin c'est pas le pire, mais ce qui est top, c'est qu'il va pouvoir être proactif. Ouais. Donc il va t'apporter des conseils sans même que tu lui demandes. Et ça, c'est incroyable. Parce que quand tu es entrepreneur, tu as une charge mentale. Laisse-moi tranquille avec les chiffres. Tu vois, j'ai besoin d'aller chercher des clients, recruter, faire un bon produit et tout. Donc ça, c'est une première partie. Autre partie, c'est vraiment d'avoir un feeling émotionnel qui est dingue. Parce que quand même, tu parles d'argent, tu parles de chiffres. Et souvent, l'expert comptable, eh bien, on vient le voir pour un bilan, un compte de résultat, mais on va lui apporter sa vie de famille. On va avoir un lien particulier avec lui. Je bossais en cabinet à l'époque. J'avais 2 experts. Il y avait un mec, il faisait 400 000 euros de CA, cet expert comptable. Mais je t'assure, il était jamais stressé. Et je dis, mais monsieur Boujna, comment vous faites pour être tranquille? Il dit, moi, je choisis mes clients. Je cherche pas la croissance. Je suis heureux. Le gars, il gagnait 10 K par mois. Il était tranquille. Tu vois, il était tranquille. Lui, il était tranquille. Mais il avait un lien avec ses clients. Quand il venait, c'était le messie, quoi. Il leur faisait la bise, il leur offrait des cadeaux. C'était vraiment un truc stylé. Et j'ai trouvé que c'était un bon enseignement que ton expert comptable, tu puisses aussi pouvoir lui partager librement un peu ta vie et créer une émotion, un lien précis avec ce partenaire qui est un partenaire tellement important pour les entreprises parce qu'il y en a beaucoup qui passent pas le cap des 5 ans à cause de problèmes de gestion. Ouais. Donc ça, c'est dommage parce que ça ne devrait pas être une cause de cracher une boîte à cause de ça. Totalement d'accord. Je te donne un autre exemple, excuse-moi, parce que ça me vient en tête là, Vas-y. tout de suite. J'ai un entrepreneur, il crée une boîte de recrutement, c'est un ami à moi, et il fait des formations sur le recrutement et tout. Il monte sa boîte à 2 millions, je crois, 2 millions d'euros de CA. Et lui, comment il pilote sa boîte, c'est encaissement-décaissement, quoi. Il a 15 salariés, encaissement-décaissement. Et puis un jour, il arrive, il doit faire une cessation de paiement, quoi. Parce que c'est comme ça qu'il a piloté son business. Et lui, son expert comptable, il n'a pas été proactif, quoi. Ah, bien sûr. Il a fait sa compta, il a fait son job, quoi. Et lui, il s'est dit, mais mince, les experts comptables, ils sont nuls. Puis je dis, non, ils sont pas nuls. Mais j'étais obligé d'aller prendre un DAF à temps partagé pour qu'il puisse me faire mon truc et tout. Malheureusement, il a mal été choisi, tu vois. Après, il a compris. Pour son autre business, il a revendu après sa boîte et tout. Et pour l'autre business qu'il a fait, il est structuré avec des gens plus précis, tu vois. Ouais, je vois. Je parle beaucoup, mon cher Alec. Mais c'est super intéressant et tu fais bien. Un autre point, c'est que le monde de l'expert comptable, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais des fois j'ai l'impression que il est un peu archaïque. Genre, on reste dans l'ancien temps. Même nous, je l'ai vu, j'ai fait des publicités pour le cabinet des indépendants ou alors avec d'autres clients lorsque je les accompagnais ils étaient dans ce monde-là ou dans ce domaine-là ou dans des mondes plus ou moins familiers.
tu sais, genre, tu leur parles d'un CRM, c'est waouh. Tu leur parles de la publicité, waouh. Tu leur parles de créer du contenu sur les réseaux sociaux ou d'utiliser ça, waouh. Tu leur parles de nouvelles technologies ou de choses folles, waouh. De certains outils qui te permettent d'avoir moins de collaborateurs, etc. Waouh. Et la question que je me pose, c'est de par toute ta visibilité, je sais pas si tu t'es fait des ennemis ou alors s'il y a des gens qui voient d'un mauvais œil le fait que tu donnes du punch comme ça et de la jeunesse et de la fraîcheur dans cette industrie, que tu mets un gros coup de... Moi j'ai l'impression que tu mets un gros coup de pied dans la fourmilière pour transmettre justement ces valeurs. Comment tu gères le fait d'avoir potentiellement des haters ou des gens qui sont pas toujours du même avis que toi? Donc j'imagine que la grande majorité, ils adorent ce que tu fais et kiffent ce que tu fais, sinon bah, tu n'aurais pas les résultats que tu as là. Mais je me pose cette question parce que voyant cette industrie un petit peu archaïque, je me dis, de par cet amour de l'innovation que tu as, que tu dégages, il y a peut-être d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec toi. Et comment tu gères ce truc de, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et peut-être un peu en mode haters même limite? Elle est intéressante ta question. Je pense déjà que j'ai beaucoup de chance. Je pense que, à mon avis, comparativement à d'autres personnes qui sont dans les réseaux sociaux, je pense que j'ai une chance inouïe. Parce que, en vrai, j'ai assez peu de problèmes. Je pense que j'en ai vraiment très très peu. Par contre, les seuls problèmes que j'ai pu avoir, c'est uniquement avec des gens qui veulent faire exactement la même chose que moi. Ah, intéressant. Voilà. En fait, les gens qui sont dans l'univers de ce que je propose, il n'y a que avec eux que j'ai des problèmes. Et sinon, les experts comptables, ils voient généralement ça d'un très bon œil, parce qu'on bosse aussi, il y a un mot qui est beaucoup utilisé dans la profession, c'est l'attractivité. Donc, comme moi, j'ai quand même une bonne résonance auprès des jeunes, des nouvelles générations, et que dans cette industrie, il manque aussi des jeunes et des nouvelles générations, globalement, ils sont plutôt cool avec moi, même très très cool. Tu vois, je te donne un exemple, il y a un congrès de l'ordre des experts comptables qui se passe tous les ans. Donc là, c'est la Fashion Week, ou je sais pas comment tu peux le dire, bon bref, c'est la braderie des experts comptables, tout le monde se rencontre. Et moi, il y avait un truc que je n'avais pas maîtrisé. Je t'ai dit, à l'époque, j'étais dans ma grotte, et donc je construisais pièce par pièce. Et donc je me suis dit que tant que j'ai pas construit la maison, eh ben, je sortirais de ma grotte un peu plus tard. Donc comme j'ai construit la maison, eh ben, je me suis dit, je vais commencer à aller rencontrer les gens, mais en physique. Et je me suis dit, je vais aller au congrès de l'ordre des experts comptables, tu vois. Et puis, à ce moment-là, je te jure, j'ai pris une claque dans la figure. Parce qu'on te dit sur les réseaux sociaux, ouais, c'est cool ce que vous faites et tout, nanana. Mais là, quand tu vois les gens en vrai, et que tu te fais arrêter toutes les 15 minutes, et tu te dis, mais attends, je ne comprends pas là ce qui se passe. Ouais, c'est incroyable, j'écoute votre podcast, ouais, ceci, il y a des marques qui viennent te voir. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, tu vois. Donc, en réalité, au niveau des haters, là où j'ai des vrais problèmes, pas des vrais problèmes, mais en tout cas des gens chiants, c'est des gens qui veulent faire comme toi. Okay. Voilà, eux ils m'ont pris la tête, charge mentale. Donc comment moi j'ai géré ça? Eh bien, ça fait partie du game, quoi. Voilà. Donc à l'époque, je divulguais aussi pas mal de stratégies. J'aimais bien documenter un peu ce que je fais et tout. Du coup, maintenant, j'essaye d'être un peu plus mesuré, tu vois. Avant, je donnais mon chiffre d'affaires, etc. Maintenant, je le fais plus. Voilà, je te dis qu'on fait de la croissance, on fait des étudiants. Il y a beaucoup de gens qui pensent que notre modèle est hyper vertueux parce qu'on a un modèle SaaS, business par abonnement. Et donc... ils voient ça comme la ruée vers l'or. Mais en fait, nous, on est en mission et en croisade pour aider des gens. Et le business model SaaS par abonnement, il est stylé pour Apple, Spotify, Netflix, parce que ça crée de la rétention, tu vois. Mais quand tu te formes à un diplôme d'expertise comptable, tu vas pas rester 10 ans abonné à la plateforme, tu vois. C'est ça. Donc, quand tu analyses ton business, tu penses que... Il y a des gens, ils pensent que c'est la ruée vers l'or, mais c'est pas tout à fait ça. Ouais, c'est que nous, on a une vision très globale dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on a une école, mais c'est pas le seul business. On en a d'autres, et puis il y en a d'autres qui vont se créer au fur et à mesure autour de l'écosystème, comme un peu la carte Disney, tu vois. Ouais. Donc voilà, les problèmes, donc, comment je les ai gérés, je suis allé voir certaines personnes, je discutais avec eux, quel est ton problème, qu'est-ce qui se passe et tout, parce qu'au début ça t'affecte, tu vois. Tu te dis, purée, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Puis maintenant, ça fait partie du game, donc je me tais, je fais mon truc, et j'avance, doucement, mais sûrement. Intéressant, tu as tout à fait raison. J'ai une dernière question pour toi, c'est la question que je pose souvent à chaque fois à ceux qui sont présents ici. Sur le déclic, merci d'ailleurs pour ton temps et super épisode, encore une fois, j'espère que tu as eu autant de plaisir incroyable à être présent que j'en ai eu à l'animer. Et si vous avez apprécié l'écouter aussi, faites-le nous savoir en les 5 étoiles sur les plateformes de podcast,
le petit commentaire, le petit avis et partagez cet épisode. Et aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir notre épisode sur les geeks des chiffres. Super, super intéressant. Je pense que cet épisode sortira... quand cet épisode sortira sur YouTube, là, maintenant que vous regardez, on aura déjà le podcast Les Geeks des Chiffres. Ça va sortir, je pense, fin janvier, début février, cet épisode sur YouTube. Un autre sujet, donc, c'est qu'est-ce qui, dans ta vie, dans ton parcours pro-perso, a créé la plus grande transformation identitaire ou le déclic ou le truc que tu as absolument envie de partager avant qu'on arrête cet épisode ensemble, qui a fait toute la différence ou qui pourrait potentiellement faire une grande différence pour celles et ceux qui nous écoutent. Ça peut être un concept, une citation, une anecdote, pro, perso, peu importe, mais tu as carte blanche sur ce truc que tu pourrais partager. Je pourrais partager plusieurs choses, quand même. Alors, j'aime bien la citation « Je préfère un imbécile qui avance plutôt qu'un intellectuel qui reste assis ». C'est un peu mon mantra, en fait, ça, tu vois. Donc ça me permet d'exécuter comme un bourrin. Donc ça, c'est bien. Un autre truc que j'aime bien, c'est pour obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ces deux trucs-là, ils sont très importants pour moi, dans mon identité et dans ma vision. Autre point qui est très important, Alec, c'est que j'ai appris à m'en foutre du regard des autres. Très important ce point-là. J'ai appris à m'en foutre parce que avant, comme j'étais très timide et que j'avais la pression du regard sur moi qui n'en est pas un en fait. Tu vois, tout est dans la tête. Ouais. En réalité. Eh bien, comme maintenant je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi, eh bien, j'ai appris à être totalement libre, quoi. Dans tout ce que je fais, eh bien, je m'amuse et je suis moi-même. Tu vois. Et en fait, je sais que ça a assez tort aussi, parce que parfois on dit « Ah ouais, mais c'est pas sérieux, tu vois, et tout. » Mais en même temps, de l'autre côté, la balance, elle est aussi beaucoup plus forte. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est soyez qui vous êtes, parce que en fait, être la personne que tu es vraiment, purée, mais tu calcules plus rien, quoi. Tu avances en roue libre et c'est magnifique. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment aidé dans ma vie. Et ça, je l'ai découvert finalement depuis quelques temps, quoi, quelques mois, peut-être un peu plus. Mais ça a été transformateur. Donc, c'est vraiment le conseil que je veux partager. Soyez la personne que vous êtes et cherchez pas à être une autre personne. Parce que, en fait, tu vis pas une vie stylée, quoi. C'est tout naze, en fait. C'est nul. Tu vis la vie de quelqu'un d'autre, vis la tienne et kiffe. Et puis voilà. Parfait. Merci beaucoup pour ces partages, pour ce moment. Et puis, on a hâte de voir la suite des Geeks des Chiffres également. Et puis, merci pour tout. Merci beaucoup, Alec, pour cette invitation. Et évidemment, je précise, mettez les avis 5 étoiles. C'est très important sur le podcast Le Déclic. Donc, j'espère que cet épisode aussi vous a fait kiffer. En tout cas, moi, c'était un plaisir de l'avoir partagé avec toi. Incroyable. Top. Merci. Merci.